Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Aujourd'hui, je vous ai fait un petit mix de gens sérieux et de guignols de la désinformation. Vous allez très vite les reconnaître. Je fais court sur l'intro car la vidéo est un peu longue. Comme vous avez pu le constater, j'ai été banni de YouTube pendant une semaine. J'ai fait appel de la décision car cette décision me semble totalement injustifiée. Et bien sûr, depuis une semaine, je n'ai aucune réponse d'eux. Alors je vous invite tous sur Odyssée. Alors Odyssée, c'est comme YouTube, sauf que la liberté d'expression est totale et de plus en plus de monde nous rejoint tous les jours. Ma chaîne Odyssée a déjà plus de 58 000 abonnés, alors venez nous rejoindre. Je vous remercie également de votre aide pour ma cagnotte Tipeee et ma cagnotte Paypal. Allez, on commence tout de suite. J'aimerais juste avant pousser un coup de gueule contre France Télévisions qui m'a censuré ma dernière vidéo parce que j'ai utilisé de courts extraits d'une de leurs émissions d'actualité. La loi m'y autorise, mais visiblement ce groupe de propagande de l'État qui est un service public payé avec nos impôts est au-dessus des lois. C'est la troisième fois qu'il me censure quand j'aborde des sujets sensibles pour cette dictature en place. Je vais bientôt faire une vidéo sur ce groupe de propagande afin de dénoncer la fraude de ces gens. Bien sûr, toutes les vidéos censurées sont sur Odyssée. Allez, c'est parti, restez bien jusqu'au bout car vous allez voir que certaines personnes intègres parlent de sujets dont je suis interdit de parler ici. Alors YouTube encore, toutes ces images viennent de YouTube et sont non censurées par vos services. Allez, c'est parti. Écoutez, je savais depuis longtemps qu'il y avait un petit complot très très haut placé dont ça faisait partie des armes. Donc je sais ça depuis plusieurs mois. Donc je ne suis pas étonné du tout. Un complot haut placé, ça remonte jusqu'où? Très haut. Il y a encore dans notre pays environ 30 000 nouvelles contaminations par jour, en moyenne. Ça veut dire que le virus circule, et qu'il circule activement. Il y a en moyenne 2000 admissions à l'hôpital par jour, du fait des formes graves de Covid. 2065, le dernier chiffre. Ouais, plusieurs centaines de malades encore admis en réanimation chaque jour dans nos hôpitaux, plusieurs centaines de morts. Nous, quand on a eu des patients atteints et malades, on a soigné en fonction des symptômes qu'on avait. Moi, j'ai utilisé, puisque je ne pouvais pas utiliser l'hydroxychloroquine, j'ai utilisé de l'azithromycine quand c'était nécessaire, donc sur des pathologies pulmonaires probablement liées au corona ou liées au corona. Et moi, je peux vous donner les chiffres de ma modeste patientèle et de celle de mon épouse, puisqu'on est tous les deux en Moselle, donc dans un département fortement touché. Dans notre patientèle, nous déplorons 0 mort, 0 cas grave, 0 hospitalisation. On m'avait prévenu il y a très longtemps, Didier, tu sais, il va y avoir une plainte contre toi au Conseil de l'Ordre, ils vont essayer de truc, et puis on va aussi, vous avez vu d'ailleurs, il va y avoir une plainte aussi auprès du procureur de la République à Marseille. Tout ça c'était contemporain, et donc je savais ça, je t'ai prévenu de ça, et donc j'ai pas été surpris. Donc le constat, il est que nous sommes toujours en phase de circulation très active du virus dans l'ensemble du pays. Le deuxième constat, c'est que malgré cette circulation très active du virus, elle est un petit peu moins rapide que les jours qui ont précédé la mise en place du couvre-feu et du confinement. Est-ce que vous avez un exemple qui pourrait décrire cette absurdistan selon vous? Ah oui, on a beaucoup d'exemples, mais il y a un qui m'a frappé le plus. C'est la petite femme âgée de 93 ans à Biarritz qui voulait se nager pour soigner son neuropathie, donc une maladie vraiment douloureuse des jambes, et qui a été empêchée par, je pense, 4 policiers d'aller nager. Moi, j'ai d'exemples que chez CESCU, que c'est le ministère qui dit la science. La science, c'est pas le ministère qui le dit. Personne ne peut me dire la science à moi. La science, c'est quelque chose qui se fait par étapes successives, avec des controverses, avec des choses qui avancent, si vous voulez. Et dans ce pays, il semble qu'il y a des gens qui s'octroient le droit de dire la vérité scientifique, qui aiment me la dire à moi, si vous voulez, ce qui n'est pas raisonnable. Il y a 3500 patients atteints de Covid en réanimation, 3300 patients admis en réanimation pour d'autres motifs que le Covid, et près de 2000 patients atteints de Covid dans des soins intensifs qui ont été transformés en réanimation. Si vous faites le calcul avec moi, nous sommes à date à environ 8300-8400 malades en réanimation. J'ai proposé au ministère à 4 reprises de faire le test sur les médecins qui le souhaiteraient. Donc, si un médecin décidait de prendre de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine de son propre chef lors d'une maladie à coronavirus déclarée à la CARS, nous proposions de collationner les résultats et d'en observer l'efficacité. Donc, on l'a proposé dès le 24 mars, de façon à pouvoir le faire. Il me semblait intéressant de le faire auprès de la profession médicale parce qu'on s'adressait. Et du coup, excusez-moi, mais quelle a été la réponse? Est-ce que vous avez eu un retour? Alors, il n'y en a pas eu. Très simplement, il n'y en a pas eu. Par exemple, je ne suis pas non plus d'accord pour qu'on fasse, et bien pire, qu'on fasse un placebo par une perfusion intraveineuse, parce que les perfusions intraveineuses, c'est dangereux. Et de mettre une perfusion intraveineuse à quelqu'un pour faire un placebo, pour le remdesivir, quand on sait qu'il n'y a rien dedans,
c'est quelque chose qui n'est pas la médecine, c'est autre chose que la médecine. Il est possible que le certificat de circulation dure jusqu'à la fin de l'année 2020. Qu'on soit obligé de montrer un certificat de circulation, une autorisation, jusqu'à la fin de l'année 2020. Ça veut dire que si j'avais la réponse à la question que vous posez, bien qu'elle soit parfaitement légitime, c'est que je serais doté de capacité de voir dans l'avenir. Or, je crois que toutes celles et ceux qui se sont succédés sur votre plateau prétendant être capables de voir dans l'avenir se sont plantés. Donc moi, je préfère donner des réponses fermes aux Français. Ma réponse ferme aujourd'hui, c'est en train d'aller mieux. Vos efforts sont en train de payer. Il y a des décisions qui sont prises et on voit les résultats de ça, que la confiance en Macron, il est au plus bas par rapport à d'autres pays et aux d'autres présidents dans l'Union européenne. Ça passe par exemple par les attestations, les auto-attestations qui doivent se fournir les Français pour s'acheter une baguette, une décision qui est prise nulle part ailleurs. Même pour aller chercher mes enfants à l'école, j'ai besoin d'une attestation. Professeur Raoult, moi, il y a quelque chose qui m'a surpris quand j'ai lu les plaintes contre vous. Il y a par exemple un collectif de 5 médecins hospitaliers, et je vais vous lire parce que je suis assez surpris parce qu'on sort du domaine médical, qui se plaint de votre surmédiatisation et qui estime que votre discours s'oppose aux données et résultats scientifiques. Quand on lit ça, on se dit c'est presque au fond de la jalousie en se disant pourquoi est-ce qu'on l'a médiatisé lui, surmédiatisé lui, et pas nous? Un confinement pour les seules personnes vulnérables. Les plus âgés, les plus vulnérables. Moi, je n'y suis toujours pas favorable. Toujours pas. Pour les raisons que j'ai déjà évoquées. Il y a des gens qui peuvent s'isoler, qui ont la chance d'avoir un pavillon, une maison, un appartement dans lequel ils peuvent vivre seuls ou à deux, âgés. Et puis, il y a beaucoup de familles, c'est la réalité des familles françaises, qui partagent des appartements entre générations. Qu'est-ce que vous faites de ces personnes? Qu'est-ce que vous leur dites? À quel âge vous mettez le cut? À partir de quand? La moyenne d'âge en réanimation, c'est 62 ans. Ça veut dire que l'âge moyen des malades en réa est de 62 ans. La médiane est de 70 ans. Le sport, ça renforce évidemment les défenses immunitaires. Donc ça, c'est l'exemple qui m'a conduit finalement à écrire cet article et de trouver bien d'autres exemples. Par exemple, la limite de mouvance de 1 km qui est imposée à tout le monde. Et c'était déclenché par cette dame âgée obligée de rentrer chez soi au lieu de faire ses soins dans la mer. Vous me remerciez, M. Morandini, de participer. Vous avez raison. Parce qu'en réalité, je me montre très très peu dans les médias. Moi, j'ai notre propre chaîne YouTube sur laquelle nous donnons, des informations scientifiques sur les résultats que nous avons. Cette chaîne a pris un succès qui est absolument colossal, mais ça n'est pas les médias. Le retour des messes en public, dans les églises, des cultes, dans les temples, des cérémonies, dans les synagogues et les mosquées, pas avant la réouverture des commerces. C'est bien cela, c'est bien ce qui a été décidé par le ministre de l'Intérieur. Les offices religieux qui rassemblent des gens. Les métiers américains, vous l'avez sans doute vu, Jean-Jacques Bourdin, vous êtes extrêmement attentif, qui montrent que dans les lieux publics de contamination, en 1, il y a les restaurants, en 2, il y a les salles de sport, comme quoi, en 3, il y a les bars, et en 4, il y a les offices religieux, ce qui n'est pas incompréhensible. Le problème, c'est que c'est un péché originel parce qu'aucun mea culpa n'a été fait, parce qu'à l'époque, le ministre Véran s'est empressé de communiquer sur la dangerosité du produit, et puis finalement, personne n'est jamais revenu en arrière. C'est notre chaîne d'information scientifique qui a pris une ampleur absolument colossale. Et moi, je ne fais pas de publicité, ça ne me rapporte pas d'argent, je ne me produis pas, vous l'avez vu sur les plateaux de télévision, je ne le fais pas. Donc c'est un paradoxe, effectivement, dans lequel il y a certainement une part de jalousie. Olivier Véran, les commerces non essentiels, je déteste. Ouais, le mot est pas bien. Ah oui, c'est première nécessité. Pourquoi? Qui est allé inventer cette Je sais pas, c'est peut-être un terme juridique consacré. Il n'y a pas de commerce qui ne soit pas essentiel par définition, parce que si on va chercher quelque chose, c'est qu'on en a besoin ou envie. Claire Petit, c'est Jérôme Salomon qui tous les soirs nous a dit ne portez pas de masque. Parce que vous aviez aussi tous ces professeurs de médecine super génial qui n'arrêtaient pas de vous dire mais c'est pas vrai. Et tout le monde savait qu'il fallait des masques. Mais tout le monde le savait. Sur le même plateau, ils s'engueulent eux-mêmes. Pas sur les masques, ils s'engueulent pas beaucoup sur les masques. On ne les voyait même pas, on ne savait même plus que si ça existait, le professeur, ou alors il fallait vraiment avoir un problème médical pour en rencontrer un, et tant mieux. Et là, maintenant, on les voit sur plateau. Ces gens, il y en a 4 que je connais pas, qui sont même pas des infectiologues, et l'autre, c'est quelqu'un qui ne voit plus de malades parce qu'il est à la retraite, et dont la production scientifique a été relativement médiocre. Si vous voulez, qui me disent à moi ce qu'est la science, si vous voulez, et qui me disent à moi ce que c'est que cette maladie. Ici, on a soigné 13 000 personnes. 27-28 décembre, c'est un week-end très fort. 27-28 novembre, c'est un week-end très fort. C'est l'un des week-ends les plus forts commercialement de l'année. J'entends ça, Jean-Jacques Bourdin. J'entends parfaitement ça. J'entends la détresse des commerçants. J'entends l'envie des commerçants de rouvrir. J'entends aussi la nécessité. J'entends la nécessité absolue de rouvrir dans des conditions sanitaires qui évitent le stop and go. Rien ne serait pire que d'ouvrir les commerces, de se dire une semaine plus tard, oh mince, ça repart, on a ouvert trop tôt, il faut refermer. Parce que là, plus personne n'y comprend rien. Le médecin coordonnateur va me téléphoner pour me dire que papa a 38,5 de fièvre. Elle l'a déjà transféré dans la zone Covid positive, dans lequel elle va stocker les gens qu'elle pense
avoir le coronavirus. Il n'est pas testé, elle n'a aucune preuve. Je prends avec beaucoup d'ironie le fait qu'on me dise que je ne dis ni la vérité, ni ce qui est nécessaire et suffisant dans la thérapeutique. J'ai publié plus de papiers sur le Covid-19, j'en suis à 59 par moi-même, que n'importe qui en France. Donc, alors que tous ces gens ensemble n'en ont pas publié un seul. Je vais vous rappeler quelque chose, Jean-Yves Bourdin. Oui. Vous vous souvenez la dernière fois que je suis venu sur votre plateau ? Oui. C'était au mois de juillet, début juillet. Moi, je me souviens très bien qu'à l'extérieur de votre studio, avant que j'entre, il y avait un cortège d'une 30aine de personnes avec une banderole qui m'attendait. C'était les représentants du monde de la nuit, des discothèques et des bars de nuit. Vous vous en souvenez ? Oui, je m'en souviens. Et m'aviez posé la question. Mais écoutez, le virus circule moins, Olivier Véran, pourquoi est-ce que vous empêchez les discothèques de rouvrir ? Ils ont une activité commerciale, c'est important. Je vous ai dit, mon rôle n'est pas simple. Il n'est pas de nier la difficulté dans laquelle se trouvent aujourd'hui ces gens-là. Le médecin coordonnateur, il va affirmer à mon conjoint, au téléphone, qu'elle dispose des tests, mais qu'elle en a assez, mais qu'elle ne veut pas s'en servir. Je ne comprends pas pourquoi elle refuse de le tester. Donc, je vais vraiment avoir très peur que s'il l'a pas, il l'attrape. En particulier, il y avait cette balance très, très improbable entre le Remdesivir, qui bénéficiait de milliards d'investissements par Gilead, parce que quand vous allez vendre des médicaments à $3 500 le traitement, vous pouvez avoir un financement colossal versus hydroxychloroquine pour lequel personne ne veut payer, pas plus Sanofi que personne. C'est un médicament qui est fait par les Indiens, qui est commercialisé par 32 boîtes génériques dans le monde. Est-ce que vous considérez, Jean-Jacques Bourdin, aujourd'hui, que j'ai eu raison de ne pas rouvrir les discothèques la dernière fois que je suis venu sur votre plateau ? Oui, mais je vous pose la question. Moi, je ne réponds jamais aux questions. Oui, mais je suis sûr que vous avez la réponse, parce qu'elle a été démontrée par les faits. Donc, on essaye, on se fixe une ligne de cohérence. Nous avons écrit à Sophie Boissard et Antoine Pinel, ainsi qu'au médecin coordonnateur et la directrice de la maison de retraite. La médecin coordonnateur de Corian va me répondre que elle va me répondre. Elle va me renvoyer un mail en me disant « je vais vous répondre ». Elle ne m'a jamais répondu et la direction générale de Corian ne m'a jamais non plus répondu. Et j'ai vendu la boîte de Plaquenil et vendu 8 € en France. Personne ne va gagner de l'argent avec ça. Donc, personne n'est prêt à subventionner des études de cette nature. Le ministère aurait dû le faire. Vous savez que celles qui ont été subventionnées par le ministère ont été arrêtées prématurément. Il y a un courrier officiel qui demande au directeur de l'ANSM pourquoi il n'a pas autorisé la reprise après cette grande folie du Lancet qui disait contre toute évidence que l'hydroxychloroquine était toxique. Bruno Le Maire, que dit-il ? Le gouvernement et les organisations professionnelles travaillent sur un nouveau protocole sanitaire qui sera opérationnel lundi prochain. Si l'épidémie continue de refluer, avec ce protocole sanitaire, les conditions de réouverture seront réunies. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Mais c'est d'accord avec lui. Je suis d'accord sur le fait que je travaille avec Bruno Le Maire, que nous rencontrons les acteurs et que nous partageons deux nécessités absolues. Aujourd'hui, vous avez la question d'ouvrir le 27. Laissez-moi finir juste cette phrase. Nous partageons avec Bruno Le Maire deux nécessités absolues. Oui. Un, protéger la sécurité des Français et la santé des Français. L'établissement lui assure que son père va bien. Mais le lendemain, elle reçoit un appel d'un médecin urgentiste qui vient d'arriver à l'EHPAD. Son père est en phase terminale. Papa est mort maintenant. Que votre papa repose en paix. Aujourd'hui, des tests de dépistage ont enfin été effectués. Tout cela arrive bien tard. Et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres victimes de cette négligence et de ce retard. Pourquoi est-ce que l'on a interrompu les traitements évaluant l'hydroxychloroquine ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu un essai financé par ce pays d'association hydroxychloroquine azithromycine qui, quand même, quoi qu'en dise M. Pujadas, est recommandé dans des pays où vivent plus de 5 milliards de personnes. Donc il y a une vraie question. Les médicaments qui ne rapportent rien, les essais doivent être financés par l'État. Les commerçants refusent de fermer, Olivier Véran. Les commerçants continuent à ouvrir, vous le savez. D'abord, rappelez qu'un commerçant qui est obligé de fermer pour raison administrative est accompagné financièrement comme jamais et comme dans nul autre pays. Une baisse fulgurante. On est très loin des 9000 patients en réanimation évoqués par Emmanuel Macron il y a 3 semaines. Elle est tellement fulgurante, cette baisse, qu'elle déjoue même, regardez, les pronostics les plus optimistes. L'Institut Pasteur avait par exemple prévu que dans le meilleur des cas, on atteindrait un pic en réanimation le 12 novembre à 500 patients. Aujourd'hui, 17 novembre, nous sommes à 4838, alors que nous sommes au pic. Nous sommes donc en dessous. Il y a donc bien là un mystère. Il y avait un travail qui avait été publié par des Chinois en préprint, sur le site de préprint qui est celui du British Medical Journal. Et donc, on a cette copie. Et puis, on a la copie de ce que l'éditeur a exigé quand ça a été publié dans le British Medical Journal. Et c'est un éclat de rire extraordinaire. C'est-à-dire tout ce qui était, les éléments qui étaient pour la chloroquine ont dû être enlevés. On a écrit à l'auteur, il m'a dit, l'éditeur m'a obligé à l'enlever. Alors, ces tests antigéniques, l'État a commandé combien ? 20 millions de tests, c'est bien ça ? Nous avons commandé 5 millions, puis 5 millions, puis précommandé 20 millions supplémentaires, ça c'est pour le stock d'État. Et tous les acteurs de santé qui le souhaitent peuvent également acheter des tests antigéniques par leurs propres moyens. Et nous les suivrons en prenant en charge à 100%.
Vous prenez en charge à 100%, c'est gratuit. Hein. Ah oui. Bon. C'est gratuit parce que c'est activé, donc c'est vous. Oui, c'est gratuit. C'est vos impôts qui les Oui, payent. c'est vrai. Bon, mais n'est-ce pas dû précisément au reconfinement? Eh bien, c'est évidemment la première idée, la première piste qui vient à l'esprit, et ça a sûrement joué. Mais regardez, reprenons le nombre de contaminations quotidiennes. Le pic a été atteint le 2 novembre, soit le 4e jour seulement du confinement. C'est beaucoup trop court pour que cette baisse soit directement liée au confinement. Cette hypothèse ne tient donc pas. Non mais l'OMS, ça n'existe pas. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je sais pas, je pense que vous êtes un garçon intelligent. J'essaye. Vous essayez. Vous prenez le directeur de l'ANSM, Dominique Martin. Il n'arrête pas de prendre des décisions que je considère comme n'étant pas éthiques. C'est pas l'ANSM qui prend ces décisions, c'est Dominique Martin. Oui. En priorité, votre pharmacien vous testera si vous êtes symptomatique. Oui. Il ne vous testera pas si vous êtes cas contact, parce que là vous relevez d'un test PCR en laboratoire. Les tests PCR sont plus sensibles, donc on risque moins de passer à côté de quelqu'un de positif. Si vous êtes symptomatique et que votre pharmacien, votre médecin, votre infirmier, demain votre dentiste, votre masseur kinésithérapeute pourra aussi le faire. J'ai signé l'arrêté cette nuit qui permet d'élargir davantage et on consulte les professions pour que tout le monde puisse en faire demain. Alors quid du couvre-feu? C'est la deuxième hypothèse, parce que dans certaines métropoles, il a eu un réel effet. Exemple, à Paris, la baisse a commencé le 27 octobre, 10 jours après le début du couvre-feu, mais ça marche aussi pour Lille ou pour Saint-Étienne. Sauf que dans certaines métropoles qui pourtant ont échappé au couvre-feu, les contaminations ont là aussi baissé dès la fin du mois d'octobre. Donc là non plus, l'hypothèse du couvre-feu ne tient pas complètement. Donc c'est pas la NSM qui se trompe. De mon point de vue, Dominique Maranaki a raison et Dominique Martin a tort. C'est une des raisons pour lesquelles on l'attaque, parce que je pense qu'il est dangereux. Nous, on vient de publier un article qui est comme les autres sur les gens qu'on a traités en EHPAD, où on fait diminuer la mortalité, on divise la mortalité par 2. Un test PCR, c'est plus long, même si les labos font un boulot remarquable sur tout le territoire, et merci à eux, et on aura évidemment toujours besoin d'eux, en masse et en quantité, ça restera le moyen principal de tester. Par contre, le test antigénique, vous risquez d'être faussement négatif, donc faussement rassuré. Donc, il faut faire très attention à ça. Quand vous êtes symptomatique, le risque est moindre. Et en définitive, si vous avez vraiment les symptômes de Covid et que votre test antigénique est négatif, on vous enverra au labo pour compléter. Enfin, pour ajouter du mystère au mystère, si on s'en réfère à l'analyse des eaux usées, l'eau qui sort de nos toilettes et dans laquelle on détecte le virus très tôt, avant même l'apparition des symptômes, eh bien, la baisse en Île-de-France s'amorce dès le 17 octobre, premier jour du couvre-feu. Donc là encore, ça laisse penser que cette baisse, ce recul de l'épidémie était déjà amorcé avant l'entrée en vigueur du couvre-feu. Globalement, il y a un site qui s'appelle Covid-19 qui prend les 140 études qui ont été faites sur l'hydroxychloroquine. Mais voyez, vous faites intoxiquer, on vous dit, tiens, regardez celle-là, regardez celle-là. La dernière fois que les journalistes m'emmerdaient, c'était avec une méta-analyse qui est faite par un étudiant en médecine et 4 étudiants de domaines qui n'ont rien à voir avec la médecine, qui s'appelle la méta-analyse Follet. Il y a eu un nombre de gens qui ont regardé cette méta-analyse, ça a fait éclater de rire tout le monde. J'ai vu que la région Auvergne-Rhône-Alpes allait faire la même chose. Non. Le président de la région a annoncé qu'il avait précommandé des tests, dans le but de me lancer une opération à échelle régionale. Pour l'instant, j'ai vérifié avec le directeur général de l'ARS, il n'a pas été informé ni au courant ni le préfet, donc attention à l'effet d'annonce. Par contre, ce qui est intéressant. C'est un effet d'annonce de Laurent Wauquiez. Ça vous surprend, Jean-Jacques Bourdin. Je vous vois rire. C'est pas du tout son genre. Néanmoins, Jean-Jacques Bourdin. Alors, on avance aussi l'hypothèse d'un radoucissement des températures depuis la mi-octobre, les vacances scolaires, mais ça ne convainc pas grand monde. Et puis, il y a une 4e hypothèse. Selon les experts, ce serait tout simplement l'évolution naturelle, le cycle de vie du virus. Et ça semble se vérifier chez nos voisins européens, puisque la baisse qu'on a observée en France s'est produite au même moment en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Vous faites fourrer des études qui sont toutes dans un sens. Il y en a 140 publiées sur l'hydroxychloroquine. Il faut faire des méta-analyses en analysant les critères de qualité de ces études et regarder les données brutes, pas les abstracts, parce que les abstracts, ça se manipule. Non, mais celle et celui qui se retrouve positif doit rester à l'isolement. On est bien d'accord, hein? On est bien d'accord. Est-ce qu'en France, on va instaurer des amendes? Aujourd'hui, le droit punir ceux qui sortent alors qu'ils sont positifs. Aujourd'hui, le droit ne le permet pas. Alors, j'aime pas le terme de punir un malade. Pardon, ça c'est le médecin. Pardon. On oublie. J'enlève le mot punir. Protéger. Les amendes sont protégées. Oui, dans d'autres pays d'Europe, vous avez vu le montant des amendes. En Allemagne, dans d'autres pays, partout en Europe. Alors, même en Espagne, c'est de la prison. Première question, Jean-Jacques Bourdin, vous êtes observateur et fin connaisseur. Oui. Le confinement va faire des dégâts absolument considérables, des dégâts nationaux. Et on se rendra compte un jour ou l'autre, quand on fera le bilan, que pour sauver 10 000 ou 20 000 ou 30 000 vies, je ne sais pas, qui sont certes dramatiques, mais qui restent quand même assez peu par rapport à la population, eh bien, on aura ruiné des millions de Français. On a eu une première épidémie avec des variants que nous on appelle les R0, qui est une épidémie qui s'est arrêtée en mai, d'accord ?
Et puis il y a une deuxième épidémie qui a commencé fin juin, avec des variants qui sont d'une autre nature. Est-ce que vous avez vu une différence d'évolution de l'épidémie selon qu'on mette des amendes ou non aux gens quand ils sont censés être isolés? Moi, je peux vous citer au moins 5 pays autour de nous qui ont mis en place des systèmes contraignants à l'isolement et qui sont à un niveau d'épidémie au moins similaire au nôtre. Bon, premier point. Deuxième point, est-ce que c'est un débat qu'il faut refuser par principe? La réponse est non. La réponse est non. Dans notre droit, nous n'avons aucun outil et ça n'a jamais été fait, y compris pour la tuberculose, qui est une maladie hautement contagieuse. Et en France, nous avons fait depuis le début le choix de la responsabilité et de la confiance. Les moyens qui sont mis en œuvre sont totalement disproportionnés. On va massacrer un pays pour sauver 10 ou 20 ou 30 000 vies. Il y a majoritairement 2 variants distincts qui ont causé la première bosse en juillet, qu'on appelle le variant Marseille 1, qui a une mortalité extrêmement faible. Et puis, il y a un deuxième, celui qui sévit maintenant, qui est en train de s'écrouler chez nous. C'est-à-dire que ça diminue à une vitesse folle, qu'on appelle le variant 4. Maintenant, c'est un débat démocratique. Moi, j'étais parlementaire et j'entends l'ensemble des groupes parlementaires, notamment des oppositions, dire on trouve pas notre place dans votre affaire, vous nous consultez pas suffisamment. On pourrait en débattre pendant des heures. J'ai passé 400 heures au Parlement depuis le début de la crise. Mais pourquoi les groupes parlementaires ne s'empareraient-ils pas de ce sujet pour qu'on ait un débat démocratique? Vous souhaitez qu'un débat s'ouvre sur la possibilité de mettre des amendes à celles et ceux qui ne restent pas isolés alors qu'ils sont contaminés? Je ne souhaite jamais écarter un débat par principe, parce que je crois au débat. Pendant 4 ans, Patrick Van de Velde a mené des recherches sur une molécule baptisée RU 58668. Une molécule qui s'annonçait très prometteuse contre certains cancers du sein. Toutes les dynamiques d'épidémies respiratoires fonctionnent avec des courbes en cloche, d'accord ? C'était le cas du premier épisode. Dans ce deuxième épisode, il y a 2 cloches successives, et là, on est en train de voir que la deuxième cloche est en train de tomber, et elle tombe probablement de façon naturelle. En parlant des vaccins, c'est important, il est 8h43. Quand les premiers Français seront-ils vaccinés? Alors, la date précise, si je vous répondais, vous allez dire le 12 janvier, je prendrais un certain nombre de risques. Ce que je peux vous dire, exactement là où nous en sommes. Il y a un laboratoire qui a communiqué des données intermédiaires suite à son étude clinique en population générale, ce qu'on appelle l'étude de phase 3, auprès de 40 000 personnes, aux agences américaines et européennes du médicament. Vous voyez, là, il y a 9 tumeurs qui viennent de 9 souris, ça remplit entièrement mon flacon. Ça, c'était les témoins qui recevaient aucun traitement. Ou alors, on traitait avec notre produit, le RU 58668. Je pense qu'à la caméra, on voit rien. Parce que les tumeurs sont ici, vous voyez, dans le fond, elles sont 8 à 10 fois plus petites qu'au début du traitement. Ce produit-là, on l'a arrêté, tout simplement parce que derrière, il y a des gens du marketing qui ont dit, oui, mais vous voyez, 600 000 en chiffre d'affaires, c'est pas suffisant. Donc on arrête. Donc c'est pas le confinement qui provoque ce mouvement en cloche? Ah non, puisque nous, on voit bien que le pic, le début de la descente, c'est avant le confinement. On espère que d'ici 3 semaines, le laboratoire, le Pfizer en question, aura donné la totalité de ces données scientifiques qui permettront à ces 2 agences, notamment il y en aura d'autres, de faire une analyse des données rapide et de nous dire si oui ou non, on peut commencer à instruire les dossiers à l'échelle des pays en vue de vacciner. À ce moment-là, j'aurai, comme ministre de la Santé, accès aux données scientifiques. Chez qui le vaccin est efficace? Est-ce que c'est plutôt les âgés? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Est-ce qu'ils sont graves? Est-ce qu'ils sont nombreux? Ou est-ce qu'ils sont modérés et maîtrisés? On est en train de tutoyer la limite de la légitimité. La légitimité, c'est pas quelque chose qui s'impose. Même le résultat des élections ne fait pas à lui tout seul la légitimité. Oh oui. La légitimité, elle est reconnue ou pas par les citoyens. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Si je lis l'interview, je vais jusqu'au bout. Ça veut dire que tous les restaurateurs vont faire faillite. Tous les restaurateurs vont disparaître. Tous les cafés, les bars vont disparaître. Ça veut dire que toutes les associations sportives vont disparaître. Dernière question, professeur, toute simple. Est-ce que vous vous ferez vacciner contre le Covid-19? Écoutez, la question ne se pose pas. Pour l'instant, il n'y a pas de vaccination contre le Covid-19. On verra bien si c'est un vaccin qui est sûr. Mon Dieu, pourquoi pas, si vous voulez. Mais pour l'instant, la question ne se pose pas. Tout ça, c'est de la science-fiction. À ce stade, c'est de la science-fiction. Au bout de combien de temps l'immunité conférée par le vaccin disparaît-elle? Est-ce que c'est 2 mois? Est-ce que c'est 2 ans? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai besoin de savoir si le vaccin est efficace et sûr. Et s'il est efficace et sûr et que nous avons des autorisations, nous travaillons évidemment en temps masqué, en termes de logistique, qui est un travail monstrueux, croyez-moi, pour pouvoir commencer la vaccination au début de l'année 2021. Vous savez, Santé publique France a publié là le 12 novembre un avis en disant ça baisse partout. C'est vrai que le taux, tant mieux, le taux d'incidence baisse partout du virus, baisse très vite. Et ils ont dit, c'est pas l'effet du confinement, c'est trop tôt. C'est peut-être l'effet du couvre-feu. Mais oui, mais ils ont dit, mais ça baisse autant dans les métropoles qui étaient soumises à couvre-feu que dans les métropoles sans couvre-feu. Alors vous savez ce qu'ils ont inventé comme concept? Ils ont dit, je cite, Santé publique France, c'est un effet de résonance
qui aurait entraîné dans les métropoles non soumises à couvre-feu une modification des comportements. Vous voyez le niveau de débilité du truc. Pourtant, on nous dit que les vaccinations peuvent commencer à la fin décembre ou au début janvier. Non, mais vous pouvez croire en tout ce que vous voulez. Moi, je ne veux pas vous empêcher de croire en tout ce que vous voulez. Moi, pour l'instant, c'est de la science-fiction. C'est le jour où ça deviendra de la réalité, j'aurai une opinion. Et si nous avons toutes ces certitudes, la vaccination commencera début En tout cas, nous ne serons pas freinés par des questions logistiques et nous avons fait en sorte, avec la Commission européenne, d'avoir un approvisionnement de l'ensemble des pays européens progressivement. Combien de doses avons-nous préachetées? Nous, les Français. Alors, nous, les Français, c'est nous, les Européens, Jean-Jacques Morin. Et nous prenons au prorata du marché européen. Donc, nous avons, par exemple, sur le Pfizer, sur le vaccin Pfizer, nous avons précommandé l'équivalent de 30 millions de doses. Il faut 2 doses pour vacciner une personne. Et nous avons la possibilité, si nous le souhaitons, de compléter. C'est-à-dire, pour expliquer que ça a marché, y compris là où on n'avait rien fait, c'est qu'il y a eu un effet de résonance. C'est de la pseudo-science, ça, madame. C'est de l'obscurantisme, c'est moyenâgeux. Au lieu de dire... le docteur Cohen vous dit c'est vrai. Bah oui. Au lieu de dire, on sait pas, il y a une dynamique propre du virus qui nous dépasse largement. C'est l'Irlande, ça a baissé le jour où ils se sont mis en confinement. Donc, ça n'a eu aucun impact. Le confinement n'a rien à voir avec la baisse. Au lieu de dire ça, on invente de la pseudo-science. Bientôt, on va nous ressortir les saignées du Moyen-Âge. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on nous dit qu'on peut se faire vacciner fin décembre ou en janvier, pour vous, c'est pipeau. Je ne peux pas vous répondre autre chose. Pour moi, je vais vous répondre pour la 3e fois. Ce qui est rare, c'est que j'accepte de dire 3 fois la même chose. C'est pour moi, à ce stade, c'est de la science-fiction. Le jour où on sera dans la réalité, je vous donnerai une opinion. Je ne fais pas de prévision. Il y a d'autres types de vaccins. Lesquels? Par d'autres laboratoires. Moderna qui a communiqué. Il y a AstraZeneca avec la recherche qui est développée par l'Université publique de Oxford, qui devrait communiquer bientôt. Il y a Sanofi qui devrait communiquer aux alentours du printemps. Enfin, le printemps, ne croyez pas que c'est tardif. Ne croyez pas que c'est tardif. Ça prendra du temps de vacciner les Français. Il faut rendre ce vaccin obligatoire. Ça avait été dit par l'écologiste Yannick Jadot il y a quelques jours. Quel est le regard d'observateur de la chose scientifique et de scientifique que vous êtes vous-même? C'est pas la peine de s'exciter. On peut pas rendre le vaccin obligatoire parce qu'on n'aura pas des doses pour tout le monde. Au moins au début. Donc, on va avoir quelques dizaines de millions de doses du vaccin Pfizer, probablement. Moderna, on ne sait pas encore, d'ici le printemps. Donc, de toute façon, on n'aura même pas assez de doses vaccinales en France pour pouvoir vacciner avant l'éventuelle 3e vague. Pour vous poser la question autrement, qu'est-ce qui peut faire que vous croyez à un vaccin? Qu'il existe. S'ils sont validés, on commencera la vaccination au mois de janvier. On sera en mesure si j'ai toutes les autorisations requises. Dans cette ambiance complotiste, et compte tenu de la puissance de Quanon en France, et il ne faut pas se tromper, on espérait que Quanon reste limité aux États-Unis, mais les gros Quanon complotistes sont arrivés en France. Il y a des centaines de milliers de gens qui suivent les fils d'information de Quanon. Mais là, tous ces laboratoires qui nous sortent des communiqués en disant on a le vaccin, on est en train de le produire, et l'Europe qui investit des millions pour les acheter, il faut en voir. Écoutez, pour vous dire la vérité, je sais pas, il faut faire la part des choses. Vous savez, le coût du Remdesivir et de Gilead, en grande partie, c'était du Bitcoin. C'est-à-dire que la bourse a eu des mouvements pour près de 200 milliards de dollars au fur et à mesure des interventions dans la presse pour ou contre le Remdesivir. Qui sera vacciné en priorité? J'ai saisi la Haute Autorité de Santé, qui fait une consultation nationale. J'invite d'ailleurs les Français qui s'intéressent à cette question à y participer. Et la Haute Autorité de Santé devra déterminer quand elle aura accès aux données scientifiques. On parle dans le vide. Elle nous dira est-ce que c'est plutôt les soignants, est-ce que c'est plutôt les personnes âgées, est-ce que c'est plutôt les gens malades, est-ce qu'au contraire c'est plutôt les jeunes bien portants qui doivent être vaccinés en priorité. Santé publique France révèle aujourd'hui que la santé mentale des Français s'est de nouveau dégradée entre fin septembre et début novembre. La crise sanitaire du Covid-19 a révélé la vulnérabilité psychique de nombreux Français. On observe ainsi une augmentation importante des états dépressifs. Le nombre de personnes concernées a en effet doublé entre fin septembre et début novembre. Au moment où dans Science, il était écrit le Remdesivir sert à rien, vous voyez, même l'OMS disait le Remdesivir sert à rien, alors qu'il disait il y a 3 mois, il n'y a qu'un seul médicament, c'est le Remdesivir. Eh bien, Gilead a réussi à en vendre pour 1 milliard à l'Europe, et nous, on a reçu de la publicité de Gilead et une notification du directeur général de la santé nous disant vous pouvez maintenant perfuser du Remdesivir. Encore une fois, je vous rappelle, les perfusions sont dangereuses en soi, quel qu'en soit le contenu. Ça fait 5% de complications graves. L'OMS qui est une institution des Nations Unies, qui regroupe pratiquement tous les États, dans cette décision nous a surpris. Pourquoi? Parce que depuis 2 mois et demi, l'Algérie, à l'instar d'autres pays, n'est-ce pas, les pays arabes, les pays musulmans, les pays africains, a utilisé avec beaucoup de succès l'hydroxychloroquine. Vous allez me poser en 2 minutes la question de faut-il rendre obligatoire la vaccination? Voilà. Vous allez me dire faut-il vacciner les soignants? Est-ce qu'on vaccine les jeunes femmes? Etc. Donc on aura obligatoire la vaccination. Mais moi j'admire, c'est de l'ironie, j'essaye d'arrêter l'ironie, mais je trouve assez incroyable que des gens, des experts ou des politiques puissent déjà avoir un avis sur cette question.
Pour des impératifs de santé publique en Algérie, nous avons utilisé avec beaucoup de succès. La preuve en est, c'est que nous n'avons pas recensé un cas de gravité suite à l'utilisation. Bien au contraire, tous nos malades sont sortis guéris des hôpitaux. Je crois que ce vaccin est un formidable espoir. Je pense qu'il va falloir le distribuer à toutes les personnes les plus fragiles très rapidement. Et le rendre obligatoire? La vaccination obligatoire? La vaccination contre le coronavirus obligatoire, ça me paraîtrait effectivement nécessaire. Mais seulement pour nous, ce qui compte, c'est le fait que nous avons déjà traité et que les résultats sont là. Donc on nous autorise à faire du mal aux gens avec un produit dont on sait qu'il ne sert à rien et dont on a acheté pour 1 milliard quand même. Donc si vous voulez, après si vous me demandez si je crois à la prochaine fable, je vous réponds, je ne crois pas tellement aux fables en général. Je ne croyais pas en celle-là. Et j'ai bien vu que j'étais le seul à pas y croire au départ. Mais je suis content que ce soit une fable. Après, on verra bien. Maintenant, je suis sûr que effectivement, les actions de la bourse montent comme des fous. Tout est question de balance-bénéfice. Tout est question de balance-bénéfice sur risque. Vaccin gratuit? Alors ça, je peux vous répondre. Oui, les tests sont gratuits. Toute la prise en charge de la maladie Covid est gratuite depuis le début. J'envisage mal qu'on fasse payer les Français pour une vaccination. Celui qui va gagner le plus d'argent, c'est celui qui en a gagné d'ailleurs le plus jusqu'à maintenant, c'est Bill Gates avec Moderna, vous voyez. Et donc, je suis un peu sceptique. Je me demande si c'est encore un jeu de Bitcoin, vous voyez. Voilà, rien à ajouter à part rejoignez les collectifs de gilets jaunes, c'est très important. Vous n'avez pas besoin de porter un gilet jaune, c'est simplement qu'ils donneront le signal d'action massive. Alors unissons-nous, tout le monde, toutes les professions, tous les âges, toutes les couleurs, toutes les religions. Nous sommes le peuple et ensemble, on va y arriver. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.